Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Dijon Sport News. Très heureux de vous retrouver comme chaque lundi soir pour notre débrief sportif. Au sommaire de notre émission ce soir, une spéciale JDA, mais version espoir. On verra ça tout de suite avec notre invité. Nous aurons donc comme d'habitude le petit questionnaire face à face. Notre invité qui est Vincent Dumestre, on ne va pas le cacher, donc le coach des espoirs reviendra sur son parcours et puis on entrera dans le cœur du sujet avec notre consultant basket Christophe Gavinier qui est avec moi en plateau et que je salue pour revenir justement sur cette section espoir de la JDA. On aura bien sûr les résultats des autres clubs dijonnais qui jouaient la semaine dernière et puis on terminera notre émission avec notre petit quiz habituel pour voir si Vincent connaît bien son sport. Nous avons également en Zoom depuis chez lui notre ami Hervé qui scrute vos réactions et vos questions. Donc n'hésitez pas à interagir tout au long de l'émission. Si vous avez des remarques, des questions à poser à Vincent Dumestre, n'hésitez pas. Hervé nous les relaiera avec plaisir. On en profite pour le saluer. Tout de suite, sans plus attendre, nous allons accueillir notre invité du soir, donc Vincent Dumestre, coach des espoirs. Jingle, s'il vous plaît. Vincent, bonsoir. Très heureux de t'avoir avec nous sur ce plateau. Christophe le disait, ça fait un moment qu'on souhaitait pouvoir t'accueillir et parler de cette belle équipe de la JDA Espoir. Ça fait 5 ans que tu es à Dijon maintenant. On y reviendra en évoquant ton parcours. Mais tout de suite, comme à chaque fois avec nos invités, on va faire ludiquement un peu plus ta connaissance. Avec notre fameux questionnaire face à face, la régie nous envoie tout de suite le jingle. Ce questionnaire face à face, Vincent, le principe est simple, une question simple, rapide, une réponse simple, rapide, n'est-ce pas? Est-ce que tu as une idole sportive? Plusieurs, c'est difficile, plusieurs. Allez, plusieurs. Dans le coaching, mon idole, c'est Aito Garcia Reneses, un coach espagnol, qui coach l'Alba Berlin. C'est un papy maintenant. Ok. En dehors du sport, une personnalité que tu admires particulièrement? C'est pas les questions qu'on se pose tous les jours. Une personnalité que j'admire. Ouais, il faut répondre. J'ai personne. Laurent Leniam. Laurent Leniam, c'est pas dans le sport. Et faire le faillot quand quelqu'un s'en va, c'est quand même beau. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Un match ou une action de basket dont tu te souviendras toute ta vie? Celle qui me vient en tête, la plus rapide, immédiatement, c'est celle contre Monaco de Richard Solomon. C'est celle qui me revient en tête là. Et après, le moment que je me souviens, c'est quand j'ai été en tant qu'entraîneur champion de France avec les Minimes de Tarbes. Ça a été un moment aussi que j'oublierai jamais. Ok. Un film culte? L'Enfer du dimanche, avec Al Pacino dedans. Ok. Une série culte? Plusieurs séries. La dernière qui m'a vraiment bien marqué, c'est Game of Thrones, on va dire. Original. C'est un classique, c'est facile, la réponse facile. Une musique que tu pourrais écouter en boucle ou que tu écoutes en boucle? Une musique que j'écoute pas en boucle au quotidien, mais qui revient très fréquemment, c'est le Paquito, la Peña Bayona. Vous connaissez ça ou pas? Oui, d'ailleurs, on va invitez-moi une soirée. Faire la Corée, hein, juste après. On est trois, on est juste un nombre. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est Nicolas qui va s'élancer et vous serez en dessous. C'est la Peña de Bayonne? C'est la Peña Bayona, oui. Et pour l'anecdote, à chaque fois que... Dans notre cher petit Bayonne, il est une Peña, hein, la Peña Bayona, c'est ça? C'est pas mal. Oh là là. T'allais dire? Et donc, je disais que quand je suis invité à une soirée ou quoi, un peu festive, on va dire, l'anniversaire de quelqu'un, je le lance systématiquement. Sinon, je dis que son anniversaire est raté, que ça porte malheur. Donc, tout le monde y passe avec beaucoup de bonne humeur et maintenant on vient me chercher pour le lancer à chaque fois. C'est ton tourner les serviettes. C'est partie de mes habitudes aussi. Une chose que tu détestes? Une chose que je déteste, les gens qui arrivent en retard. Ok. Une gourmandise à laquelle tu résistes pas?
Je suis plutôt salé, j'aime bien le poulet frites, ouais. Poulet frites, ça c'est gourmandise, mais c'est classique. Hein. Très bien, très bien. Un sport autre que le basket? Le cyclisme. Le cyclisme. Un club de basket autre que la JDA qui te fait rêver? Qui me fait rêver. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué. En France, je ne vais pas citer les concurrents. Après, en NBA, non, bon, les San Antonio Spurs m'ont marqué pendant longtemps. En tant que Français, on a été quand même tous avec Tony Parker et tout. C'est pas pour mettre Tony Parker plus que ça en avant, mais moi j'ai grandi avec Tony Parker, donc j'ai grandi avec les San Antonio Spurs, j'ai grandi avec Greg Popovich. Donc ils m'ont marqué pendant longtemps. Bon, actuellement moins effectivement, mais après des clubs français m'ont marqué aussi, mais je vais pas. L'élan béarnais, c'est à côté de chez moi un petit peu, parce que à l'époque de Dragan Lukowski et compagnie, les années 2000, avec les frères Pietrus, Boris Dio, ça m'a beaucoup marqué aussi. Ok, et puis pour finir, si un rêve absolu, alors en dehors de toute considération sportive, si tu avais le pouvoir de... Un rêve absolu... prendre la retraite très tôt. Pourquoi pas bien, non, je sais pas, il y a plein de choses qui me font plaisir. Après, j'ai rien qui me vienne d'absolu comme ça, non. Ok, on cerne un tout petit peu plus le personnage. Ouais, qui veut se barrer. Qui veut se barrer, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. On va maintenant donc revenir, si tu le veux bien, sur ton parcours. Alors, je ne sais pas si on a le jingle, je demande à la régie, est-ce qu'on peut nous envoyer le jingle parcours ? Oui, parce que Vincent, tu es tout jeune, 32 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à Dijon? On entend effectivement ton accent, sud-ouest. Qu'est-ce qui t'a amené à Dijon et comment tu as, au-delà de l'aspect géographique, tu as grandi dans le basket et tes grandes étapes? Alors, première question, comment je suis arrivé à Dijon? Avant d'arriver à Dijon, j'étais à Rouen. J'avais le même job que j'occupe actuellement, c'est-à-dire que j'entraînais les espoirs et j'étais deuxième assistant de l'équipe professionnelle. Sauf que l'année où j'arrive à Rouen, c'était ma première année, le club descend en Pro B. Et nous, en espoir, on avait fait une bonne saison. Et sur les oppositions et les confrontations face à Dijon, on avait été plutôt performants. Et Jean-Louis Borg m'avait repéré. C'est lui qui m'a fait venir à la JD à Dijon. Donc le club descendait et c'était une opportunité pour moi de rester en première division. Donc voilà comment ça s'est fait. C'est Jean-Louis qui a saisi l'opportunité de la descente de Rouen pour me récupérer. Il avait besoin d'un coach espoir. Donc, voilà une belle reconnaissance qu'on est repéré par Jean-Louis Borg, c'est pas rien non plus. Je ne m'y attendais pas. J'avais d'autres contacts à l'époque. C'était arrivé assez tardivement. Et bien sûr, je me rappelle parfaitement de cet entretien. Avant ça, tu es tombé dans la marmite basket en étant petit. Tu as joué moi, j'ai commencé le basket. Je ne suis pas issu d'une famille de basketteurs, mais j'ai commencé le basket à 8 ans, en poussin. Et puis, j'ai fait une carrière de joueur honnête, mais pas de joueur de haut niveau. Mon physique m'a vite rappelé à l'ordre que pour faire une carrière de basketteur de haut niveau. Est-ce que David Holston t'a pas donné des regrets? David Holston donne des regrets, mais attention, je tiens quand même à préciser sur David Holston que malgré sa taille, il a un talent exceptionnel, mais il a des qualités athlétiques aussi exceptionnelles. Donc il a quand même pas mal d'ingrédients quand même qui font que ça aide quand même pour être basketteur de son haut niveau. Et puis donc voilà, j'ai fait une carrière honnête. Et puis j'avais une frustration en tant que joueur. Souvent, certains entraîneurs sont des joueurs qui ont été frustrés aussi, des bons entraîneurs. Et j'avais une frustration sur parfois comment j'étais encadré, etc. Et donc j'ai dit, c'est terrible de dire ça, mais j'en ai marre d'être managé. Je veux manager des joueurs et je veux faire mon basket. J'ai envie qu'on joue mon basket. J'ai plus envie de jouer le basket de quelqu'un d'autre. Et donc je me suis mis très tôt à entraîner à 17 ans, mais parce que j'avais envie qu'on joue mon basket. C'était ça. Et puis depuis très jeune, depuis 11, 12, 13 ans, je savais que je voulais faire entraîneur. C'était quelque chose, quand je regardais des matchs à Tarbes, on avait une équipe professionnelle féminine de très haut niveau qui jouait l'Euroleague. Et les coachs, j'admirais les coachs déjà à l'époque. Je trouvais qu'ils avaient une influence sur le jeu qui était exceptionnelle. C'est rare, sitôt, de vouloir être coach. Ça, c'est rare, parce que c'est pour ça qu'on dit qui vous a fait rêver comme sportif et tout. Mais souvent, le coach n'est pas un sportif. Mais moi, très jeune, c'est les coachs qui m'ont fait
m'ont fait rêver parce que je trouvais qu'ils avaient un impact, un charisme sur le bord très important pour les meilleurs et que c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie de me lancer, quoi. Donc tu commences le coaching à 17 ans et 17 ton ans. Parcours en tant que coach, là, dans quel club tu es passé donc? Alors j'ai commencé à Tarbes, dans ma ville. Il faut savoir que avec des jeunes, j'avais des minimes régions. Enfin, j'ai commencé à l'école de basket une année. Ça m'a plu, mais il me fallait quelque chose de plus parce que l'école de basket, on apprend les fondamentaux, mais bon, on n'a pas véritablement d'équipe, quoi. Donc j'ai commencé avec des minimes sur ma deuxième année. Et j'avais 17 ans, 18 ans, et ce qui était assez perturbant à l'époque, c'est que j'avais la même tête que les joueurs. C'est-à-dire que je faisais très jeune pour mon âge et j'avais la même tête que les joueurs. Et quand j'arrivais dans la salle, ils ne trouvaient pas le coach. Ils ne trouvaient pas le coach. Il est où le coach? Bon, les joueurs, le vestiaire, il est là-bas. C'était ça un petit peu sur mes premières années d'entraînement. Puis après le match, ils savaient quand même qui était le coach. Ouais, c'est ça. Ils savaient qui était le coach. Donc Tarbes. Et donc j'ai fait Tarbes, j'ai fait 2 années de minime région. Ça a très bien fonctionné parce qu'on fait champion régional en fait les 2 années. Et donc du coup le club décide de monter un dossier de Minime France. Donc on a les Minime France et puis on fait une bonne première année, une deuxième année où je suis champion de France avec mon équipe groupe B. Et une troisième année aussi on fait une grosse saison de Minime France. Et donc derrière le club féminin me recrute. Donc là c'était au club masculin. J'ai eu des garçons pendant 5 ans. Donc on pense que j'ai fait longtemps des filles, mais j'ai pas fait longtemps des filles. J'ai fait 3 ans des filles, j'ai fait principalement des garçons. Et donc j'arrive sous les coups de 21-22 ans chez les filles. Là, le club était en Euroleague féminine, donc j'étais deuxième assistant et entraîneur des espoirs. Ouais. Ça joue en National 2 féminine, les espoirs. Donc là, j'ai fait une année. Ouais, donc très varié. Ouais, c'était varié. Et tout ça forge. Et donc, tu as amené à Rouen par la suite. Alors, non, c'est pas arrivé directement parce que bon, quand j'étais à Tarbes, je continuais mes études en même temps. Donc, je profitais. C'était un petit peu le deal que je puisse m'investir autant sur le basket auprès de ma famille, que je puisse m'investir autant dans le basket, mais en retour, il fallait que je fasse des études. Donc, sur l'équilibre diplôme. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait un bac +5 en management des entreprises en même temps que je faisais tout ça. Jusqu'à Tarbes, quand j'étais quasiment professionnel, je finissais mon Master 2. Et après, j'ai eu une année de transition. Et après, j'étais à IF, c'est en Normandie, c'est à côté de Caen, où j'étais en National 1 féminine pendant 2 ans. Et là, j'ai commencé à avoir un agent, et c'est mon agent qui m'a placé au Rouen Métropole Basket. Et c'est là qu'après, j'ai vraiment mis le pied dans le circuit, on va dire, des centres de formation et du basket professionnel, à proprement dit. D'accord. Okay. Alors, on va profiter qu'on ait un jingle qui marche pour passer au cœur de notre émission. Donc, l'interview face à face, on va aborder effectivement beaucoup plus le cœur de notre sujet, les espoirs. Et on finira par y arriver un jour. Donc, nous sommes maintenant à la pause café. Et donc, je crois que notre ami Christophe a bossé son sujet pour pouvoir dialoguer avec toi sur cette fameuse équipe espoir de la JDR. Oui, parce que J'en profite pour redire à Hervé qu'il n'hésite pas à nous couper et à intervenir si les auditeurs veulent aussi poser des questions à Vincent. Hein. Tu es toujours avec nous, mon cher Hervé? D'accord. Bon. Il est comme la régie. Il est parti à l'apéro. Il est parti à l'apéro. Ouais. Le connaissant, c'est pas impossible. Alors. Du coup, Christophe, je te laisse la parole et puis je vais être spectateur de cette émission, ça va m'intéresser. Tu disais, on est très content de te recevoir et aussi globalement parce que les espoirs suscitent beaucoup d'intérêt. On voit souvent comme derrière les pros, on voit que les pros. Non, et particulièrement à Dijon, on y reviendra où il y a historiquement un centre de formation qui a été à la pointe et je sais que un des objectifs du club, c'était justement de remettre sur le devant de la scène cette équipe-là. En lien avec ton parcours et en venant sur les espoirs, tu n'as pas toujours été deuxième assistant des pros. Comment est venu ce rôle-là? Parce que tu cumules aujourd'hui deuxième assistant et coach des espoirs. Comment c'est venu et est-ce que c'est pas trop compliqué de se couper en deux comme ça? Donc là, c'est pas directement dit. Ça, c'est plus le planning de la semaine. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait qu'une année où j'ai pas été deuxième assistant et coach des espoirs parce qu'à Tarbes, je le faisais quand j'étais chez les féminines où j'étais deuxième assistant et coach des espoirs. À Rouen, j'étais directement aussi. Et il n'y a que la première année à Dijon.
Et bon, c'est assez dans l'historique et l'ADN du club où on doit faire ses preuves avant de. Donc, Jean-Louis Borg, il a été très clair. Il a dit d'abord, tu prouves ce que tu es capable de faire avec les espoirs. Et si je juge que tu es compétent, on verra si on te bascule avec les professionnels, sachant que ça se faisait plus trop ces dernières années que le coach espoir il aille qu'il fasse deuxième assistant. Alors ça s'est fait à une époque, mais ces dernières années ça se faisait plus avant que j'arrive. Donc il m'a dit prouve ce dont tu es capable et après tu basculeras avec les pros. Donc j'ai fait une année il y a un entraînement le matin avec l'équipe professionnelle. Parfois, il y a un entraînement aussi espoir après l'équipe professionnelle. L'après-midi, il y a l'entraînement de l'équipe professionnelle. Et après, je pars parce qu'on n'est pas au même gymnase. On est au Palais des Sports avec l'équipe professionnelle et on est au gymnase Boivin avec l'équipe espoir. Donc, je pars et je vais faire l'entraînement des espoirs. Donc, je fais on va dire, en moyenne 3 entraînements par jour. Et ma journée commence à 9h et finit à 20h. Voilà. Avec une pause entre midi et 2 que je m'octroie un petit peu. Donc, voilà, mais c'est des journées assez chargées. Puis, ce qui est assez difficile sur ce job-là, c'est les journées sont chargées, c'est de... Bon, moi, je suis à 200% sur mon travail avec l'équipe espoir. Ce qui est difficile, c'est d'être à la fois hyper focus sur ce qui se fait avec les pros et hyper focus sur ce qui se fait avec les espoirs sans que les uns soient lésés par rapport aux autres. Alors, effectivement, là, les espoirs, eux, ils ne sont pas lésés parce que je suis à 200% en ce moment, à fond. Bah, là, c'est terminé, mais je suis à 200% à fond sur le projet à chaque fois de l'équipe espoir. Et les pros, je fais le maximum pour m'accrocher au rythme quoi, et pas être le maximum utile et surtout répondre aux besoins du coach quand il en a besoin et quand il fait appel à moi. Ouais. Alors moi j'ai pas la culture basket de mon ami Christophe, donc des questions un peu de béotien. Aujourd'hui tout club engagé en JP Elite doit avoir un centre de formation, doit avoir une équipe espoir. C'est automatique. Automatique. C'est ce qui a empêché certaines montées d'ailleurs. Voilà. Et les espoirs, donc c'est une catégorie d'âge particulière qui vient après laquelle c'est intégré au centre de formation. Alors la catégorie espoir, c'est intégré au centre de formation. En fait, le centre de formation, ça comprend 2 équipes, les cadets France et les espoirs. Les cadets France, c'est 15, 16, 17 ans et les espoirs, c'est 18, 19, 20 ans. Sauf que les meilleurs cadets France, ils jouent déjà en espoir dans beaucoup de clubs. On y reviendra. Nous, on en a un petit peu moins, on fait un petit peu moins la passerelle, mais cadets France, souvent, c'est intégré aux espoirs. Donc, le centre de formation, c'est 6 années. 6 années d'âge. Les 3 premières en cadet, les 3 suivantes en espoir. Et les espoirs, on va dire que c'est la dernière rampe de lancement avant de passer professionnel. Alors, souvent, passer professionnel sur des divisions intermédiaires. Bon, ça, on va y revenir, mais voilà, espoir, c'est tout le temps, c'est automatique. Toutes les équipes de JP Elite ont une équipe espoir et à part cette année à cause du Covid, ça se joue en levée de rideau de l'équipe professionnelle. Ça se joue toujours avant l'équipe professionnelle. Et contre la même équipe. Et contre la même équipe que l'équipe professionnelle. C'est-à-dire que par exemple, si l'équipe professionnelle joue à Monaco, nous on va jouer à Monaco juste avant. Si l'équipe professionnelle joue à Gravelines, on va jouer à Gravelines juste avant. Donc voilà, ça c'est un petit peu le fonctionnement. Sachant que 2-3 joueurs espoirs, après le match espoir, ils font aussi le banc avec l'équipe professionnelle. Donc en fait, il n'y a pas que moi qui double. Il y a moi et 2-3 joueurs espoirs. Donc on est à peu près 4 à faire un petit peu la navette entre l'équipe espoir et l'équipe professionnelle. Voilà comment ça fonctionne et c'est à peu près similaire pour tous les clubs voilà, qui fonctionnent comme ça. Ça veut dire que dans l'absolu, un joueur espoir pourrait jouer 2 matchs Il peut jouer 2 matchs, mais il y a un temps de jeu limité sur les 2 matchs. D'accord. Encadré. Mais c'est un temps de jeu très important et c'est excessivement rare qu'il soit dépassé, c'est 60 minutes sur 2 matchs. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il joue 40 minutes par exemple avec les espoirs. Il ne faudrait pas qu'il dépasse 20 minutes avec l'équipe professionnelle. Ce qui est déjà très rare. Ce qui n'existe pas. Concrètement, voilà, c'est ce qui n'existe pas. Donc voilà, il y a quand même cette restriction-là. Justement sur les joueurs espoirs qui intègrent les pros, en tout cas avec qui ils jouent, comment se fait la sélection? Parce que chaque année, ce sont à peu près les mêmes qui reviennent. C'est systématiquement décidé au début de saison et ça n'a pas vocation à bouger. Parce qu'on pourrait imaginer une certaine rotation en fonction des performances. Comment ça se fait cette sélection? C'est variable en fonction des clubs. Nous, il y a 2 choses. Nous, parfois, c'est des joueurs qui, en progressant dans le cursus, on les met avec l'équipe professionnelle. Et l'autre option, c'est qu'on recrute et qu'on les envoie directement avec l'équipe professionnelle. C'est déjà arrivé pour un certain nombre de joueurs espoirs. Mais souvent, ce qui a le mieux fonctionné, c'est des joueurs qu'on a déjà mis dans le moule et qu'on met avec l'équipe professionnelle. Les joueurs qu'on recrute, on a quand même un basket qui est très compliqué à pratiquer. Et qu'on recrute et qu'on met directement avec l'équipe professionnelle, c'est très compliqué parce que stratégiquement, c'est quand même, on a un basket qui est très complexe. Et quand même, quand ils passent par la case 1, 2 ans, 3 ans avec le centre de formation,
quand ils basculent avec l'équipe de professionnels, ils sont quand même beaucoup plus près. C'est un peu plus facile, ouais. Ils donnent beaucoup plus satisfaction au coach quand ça se passe comme ça. Alors, autre question aussi qu'on peut se poser sont les systèmes. Est-ce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a un certain nombre de systèmes qui se répètent entre espoir ou pro, mais en même temps, tu le disais, tu as ton propre coaching, tu viens aussi avec tes idées, et c'est ce qui te plaisait dans le fait dans cette vocation-là. Comment ça se passe? Parce que est-ce qu'un club comme la JDA ou d'autres cherche justement à appliquer une même philosophie de basket? Très certainement. Est-ce que ça va jusqu'au système pour justement faire cette passerelle et cette cohésion entre le monde espoir et le monde pro? Il doit y avoir une homogénéité, d'accord? On ne peut pas passer de but en blanc à quelque chose de totalement différent. On parle des systèmes, en fait, nous à Dijon, on a le schéma défensif, le système défensif qui est très complexe, qui est à 95% identique entre les espoirs et les pros. Donc c'est un système assez complexe, donc ça c'est similaire à quasi 100%. Sur le plan offensif, c'est assez variable par contre. Donc les pros, il faut savoir qu'ils ont un playbook, c'est-à-dire un livre de système qui peut aller jusqu'à 60-70 systèmes, parfois plus même, si on compte les touches, les adaptations, ce qu'on a enlevé au fur et à mesure de la saison. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est colossal. Sur les espoirs, on est une des équipes qui joue avec quand même le plus de systèmes, on doit être à 20-25 systèmes je pense. Les systèmes sont assez différents. Il y en a quelques-uns des communs, mais ils sont différents parce qu'on n'a pas la même qualité des joueurs. Je veux dire, bon, moi j'ai des bons joueurs, mais j'ai pas Axel Julien et David Holston. Donc je peux pas construire mon système offensif comme Laurent Leniam, il construit son système offensif autour de ces deux joueurs. Donc je suis obligé de varier les systèmes. Donc on a un projet de jeu offensif où il y a des intentions communes, mais ce n'est pas les mêmes systèmes. Après, est-ce que moi j'ai été perturbé de changer certaines choses pour m'adapter à la JDA Dijon? Pas tellement, parce qu'en fait je me retrouve assez bien par rapport à beaucoup de choses qui sont pratiquées. C'est un peu le fruit du hasard. Peut-être que Jean-Louis avait senti que c'était aussi qu'il y allait avoir un match par rapport à ça. Mais historiquement, moi j'ai toujours eu des équipes qui ont eu des très bonnes défenses. Culture défensive. Parce que je pense que si on veut être en haut du classement, on ne peut pas déroger à ça. On ne peut pas espérer être en haut des classements et être moyen en défense. Donc j'ai toujours eu des très bonnes équipes défensives. Pas forcément le système défensif identique tout le temps à ce qui se fait actuellement avec les pros, mais avec toujours en défense, il y a quand même une notion d'intensité, d'engagement. Il y a des valeurs qui sont communes pour toutes les équipes qui sont très performantes en défense. Et ça, je le transmettais à mes équipes. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça ne m'a pas trop dénaturé de devoir travailler dans ce système dijonnais. Donc, effectivement, ça peut perturber certains coachs. C'est sûr qu'un coach qui ne pense qu'à l'attaque, qui arrive à Dijon, il faut qu'il aille voir 2-3 tutos. Il faut qu'il aille voir 2-3 tutos YouTube, voir ce qui se fait en défense pour pouvoir être un peu rapidement à jour. Mais bon, moi, j'ai pas été trop perturbé par ça. Mais voilà, le socle doit être quand même bien commun. Voilà, pour faciliter la passerelle aussi, notamment entre les joueurs et de l'équipe espoir vers l'équipe professionnelle. Puisqu'on est sur la notion de passerelle, question que beaucoup de monde se pose. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as les chiffres, le pourcentage d'espoirs qui arrive à jouer pro, j'entends, JP Elite ou peut-être Pro B, quel est-il? Et ça fait un petit moment qu'à Dijon, typiquement, on n'a pas vu d'espoir. Toutes les équipes ou un pourcentage pour toutes les équipes? Globalement, oui. Parce que pour toutes les équipes, je dirais pas 10%. Ouais, c'est ça. Même pas 10%. 5%, je dirais. Dijon, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un espoir rester avec le groupe pro. Qu'est-ce qui manque à un espoir, dans l'absolu, pour intégrer le monde pro? On l'a vu hier, on y reviendra sûrement, la performance de Robin Ducoté a enchanté le palais. Les spectateurs adorent voir les espoirs performer, des petits jeunes rentrer et faire leur match. Et souvent, on les perd en cours de saison. Je pense à Louis Weber, qui avait fait des belles rentrées et qui n'a pas su percer, ou en tout cas, ça ne s'est pas fait au niveau JP Elite. Je crois qu'il a démarré en National 1. Qu'est-ce qui manque au final ? C'est très compliqué pour sortir. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 15 ans, en général, on sait déjà ceux qui peuvent sortir en JP Elite. Et par année d'âge, il n'y en a pas plus que 5. Donc si on n'a pas un de ces 5-là, sortir un joueur pour la JP Elite, il faut avoir de la chance après. Alors, question bête et idiote, qu'est-ce qu'ils deviennent donc tous ces joueurs espoirs? Ils vont jouer et donc ces jeunes-là, alors avant de parler de ces joueurs-là, c'est déjà comprendre
comment se construit le recrutement d'un centre de formation est très important parce qu'il faut qu'on puisse, c'est là que ça se joue, il faut qu'on puisse attirer des jeunes qui ont le potentiel d'aller jouer en professionnel. Sauf que une fois que l'INSEP est passé, une fois que l'ASVEL est passé, une fois que Cholet est passé, une fois qu'après derrière, donc ça c'est la première vague, une fois que la deuxième vague passe, c'est-à-dire Strasbourg passe, on va dire Le Mans passe, Chalon-sur-Saône récemment encore passé, Pau passe. Donc, les universités américaines. Donc là on est déjà, certaines universités, donc quand on est à 7-8, on est déjà 7-8, et alors c'est nous qui arrivons. Nouvelle question de Béotia, pourquoi ce classement simplement parce que les centres de formation sont plus cotés, parce que ils ont plus de moyens financiers, parce que c'est un peu de tout. On ne peut pas tout résumer, mais il y a les moyens financiers, il y a les structures, il y a aussi ceux qui ont sorti récemment les joueurs. Donc en fait, plus on sort de joueurs, plus on attire les prospects. Donc c'est souvent un cercle, en fait, un engrenage. Donc une fois que tous ces centres y sont passés, ben, nous on est là et on doit trouver les pépites, comme dit le président chez nous, on doit trouver les pépites qui on espère pourront sortir. Donc déjà les 5 joueurs que je parlais qu'on sait qu'ils vont sortir, on les a pas. Donc après derrière il faut qu'on arrive à trouver des profils qui nous permettent de pouvoir qu'on pense qu'ils peuvent arriver en pro. Et on arrive à avoir des joueurs qui sont moins estampillés et qu'on arrive vraiment à mener jusqu'à la limite. Donc on parlait de Louis Weber, on parle de Dimitri Radnik, on parle actuellement de Robin, on parle de Tom Yen, on parle d'Antoine Rogeski, avant on a eu Jean-Philippe Daly, on a eu Noah Burel, donc on en a eu un certain nombre. Et c'est des joueurs qu'on amène à la limite, qui finissent en Pro B1-1 et qui, je ne désespère pas de ça, peut-être un jour reviendront en Jeep Elite. Mais ils auront quand même ils auront d'être estampillés JDA Dijon. Mais sur le court terme, il faut quand même ouvrir les yeux, c'est relativement impossible, voire en tout cas très 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 difficile de sortir un joueur directement pour son équipe de Jeep Elite. Et si on regarde un peu les stats des autres clubs, bon voilà, l'Asvel y arrive, Cholet y arrive, mais après Strasbourg y arrive un peu, mais Nanterre, ils ont une pépite là, ils y arrivent, mais c'est des épiphénomènes et c'est très 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 difficile. Et souvent, c'est sur quel plan? C'est technique, c'est la vitesse d'exécution, c'est le physique, En fait, tous les paramètres sont importants. Le mental, ça c'est le premier. L'éthique de travail. Après, les qualités physiques. Alors, quand je dis qualité physique, il y a 2 paramètres. Un, il y a le morphotype, et après, il y a les qualités athlétiques. Après, il y a la technique, le talent pur du joueur. Après, il y a l'intelligence de jeu du joueur. Après, il y a la capacité à ne pas lâcher, parce que quand ils ont 15, 16, 17 ans, ils prennent des murs dans la figure, dans tous les centres de formation. Et il y en a, ils prennent le mur, c'est fini. Et donc, il faut franchir ce mur. Donc, les paramètres, ils sont... c'est un parcours semé d'embûches, toutes plus difficiles les unes que les autres. Donc, c'est très difficile. Et les jeunes qui arrivent, ils ont souvent un mental et une force de caractère très importante et ils ont travaillé, c'est inimaginable le travail qu'ils fournissent pour y arriver, c'est très important. Nous les jeunes, chez nous, ils travaillent vraiment beaucoup. C'est très différent que dans d'autres sports, hein, puisque on voit notamment au football, les jeunes ils passent par des centres de formation, puis assez rapidement ils intègrent des équipes de D2 et quand même beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue 1 aujourd'hui, ils sont passés par des centres de formation. On a l'impression que dans le basket, le pourcentage est bien moindre. Non, ils passent tous par les centres de formation, mais sauf qu'ils passent après souvent par les divisions inférieures. Le pourcentage est moindre à jouer ensuite en Ligue 1. Alors c'est peut-être aussi parce que toutes les équipes sont blindées d'Américains. Bon, on a les fameux JFL qu'on doit avoir et tout, mais... il y a les constructions d'effectifs, déjà, qui font qu'il n'y a que 4 Français par équipe. On compte, il y avait une équipe, ça fait pas beaucoup de Français. Hein. Alors, certaines équipes utilisent plus que 4 Français. Mais ça fait 80 places au foot, on est 11 dans une équipe. Voilà, déjà, et c'est des effectifs de 30, c'est des effectifs de 10, 12, 15 au basket. Donc déjà, ça réduit le nombre. Et après, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que à part quelques cas, quelques prodiges qui à 17-18 ans sont capables de jouer en Jeep Elite ou en Pro B, la maturation, un jeune au basket à 18, 19, 20 ans, il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Pour 90% des joueurs qui arrivent à être pro même, je parle, ils ne sont pas capables à 17, 18, 19, 20 ans. Et les clubs qui prennent le risque de les faire jouer, souvent ils prennent le boomerang quand même. Hein. C'est-à-dire que quand ils mettent les jeunes sur le terrain, la rentabilité est rarement bonne. Rarement bonne. La Cholet avait un peu joué avec le feu d'ailleurs une année. Les clubs qui le font, alors... Je ne vais pas dire Théo Malédon, quand il est rentré, il a apporté des choses à l'Asvel. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est rarement bon. Souvent,
Ils prennent la douche quand même. Je pense à Cholet parce que Ice, quand ils jouaient beaucoup avec Cholet, c'est pas leur meilleure année. Alors que quand ce même joueur en espoir, je veux dire, il explosait tout. Ouais, c'était impossible, impossible de jouer contre lui. Impossible. Donc voilà, le gap, il est très très important. Très important. Petit point d'historique, on en parlait juste avant l'émission, le centre de formation de Dijon a été très longtemps comme vu, et je pense que c'était même le numéro 1, je pense dans le cœur des années 90. Tout ça a beaucoup bougé. Pour le coup, le parallèle avec le foot peut être le même. Quand on pense à des clubs comme Auxerre qui étaient numéro 1 et aujourd'hui, ça s'est beaucoup dilué. Beaucoup de clubs forment. Je sais qu'il y a eu une opération impulsée notamment par le président qui, effectivement, à son arrivée, a dit faut qu'on remette le centre de formation en haut de l'affiche. Ça passe par là. Est-ce que déjà, tu es content de la progression? Je pense que oui. Et sur certains comment aspects, tu vois la sur suite tous les aspects. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de formation de la JDA Dijon, ça a été l'équivalent de Cholet actuellement. Ça a été l'équivalent. Et pour ceux qui suivent le basket, Cholet, c'est le must du must du must. Mais pourquoi? À l'époque, ils avaient une longueur d'avance et un temps d'avance sur tout le monde, à la fois sur les infrastructures, à la fois sur le budget, à la fois sur le recrutement des prospects, et sur tout ça. Et les autres clubs, à cette époque-là, venaient à Dijon pour voir ce qui se faisait à Dijon, pourquoi ça marchait. Et quand on attire les meilleurs joueurs, qu'on a les meilleures installations, qu'on a tout qui va bien, à cette époque-là, ils ont sorti beaucoup de joueurs en professionnel. Beaucoup de joueurs. Mais tout était réuni. Et c'était le Dijon de l'époque était le Cholet d'aujourd'hui. Donc ça a changé. La descente en Pro B à l'époque, avec les circonstances qu'on connaît, avec les circonstances qu'on connaît, on fait beaucoup de mal. Et donc à partir de là, les centres de formation, quand ils descendent en Pro B, les clubs descendent en Pro B, les centres de formation, ils prennent une gifle, une sérieuse gifle. Et donc là, il a fallu se reconstruire. Il a fallu le budget a eu baissé. Il fallait reconstruire quand même un budget. Donc maintenant, on n'est plus dans les tops en termes de budget, en termes de structure, en termes de tout ça. On n'est plus dans les tops. Mais on a un savoir-faire quand même. On a un savoir-faire. Le président et Jean-Louis Borg, ils ont voulu remettre de l'exigence. Donc on a l'exigence, on a du savoir-faire sur le terrain, dans les structures, et on est compétitif sur le plan collectif. Sur le plan collectif. Et on est compétitif pour, je pense que là où on est les meilleurs, c'est pour sortir des joueurs qui n'étaient pas prévus d'aller en pro et qui vont en pro finalement. C'est là où on est les meilleurs, je pense. Et moi, je serais un joueur actuellement de deuxième rang, j'irai à Dijon me faire former. J'irai pas à Lasvel ou j'irai pas à Cholet. Il fait bien sa pub. Oui, mais c'est intéressant de voir ça. Voilà, parce que si on va à Lasvel ou à Cholet, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais quand on est noyé au milieu de top prospects, donc si on est un joueur moyen, on n'a aucune chance de sortir. Tandis que chez nous, je pense que si on est un joueur moyen et si on arrive à franchir les étapes qui sont quand même très difficiles, on peut sortir. Donc voilà, on est hyper compétitif par rapport aux conditions que l'on a. Est-ce que je suis hyper satisfait? Est-ce que le club est hyper satisfait? On aurait aimé sortir plus de joueurs pour des joueurs pour la JP League, bien sûr qu'on aurait aimé. Après, j'aurais aimé qu'on rende des prospects. Parce que je pense que Dijon, c'est un club qui, à terme, peut intégrer des jeunes. Mais il faut qu'on rentre la matière première brute qui nous permette d'avoir ces jeunes qui, à 16-17 ans, puissent déjà s'entraîner avec les pros pour à 18 ans. Et ça, on ne l'a pas. Par contre, on a des joueurs qui arrivent avec maturation tardive et qui peuvent faire des bonnes choses, comme on a vu hier soir avec Robin Ducoté. On a des joueurs, mais ça demande, au lieu, là où d'autres centres de formation arrivent à le faire en 3 ans, nous, on a des joueurs où ça va demander de le faire en 4, 5, 6 ans souvent, d'aller au bout des choses. Donc voilà. Du coup, par rapport à ce que j'entends, le parcours, c'est pas forcément je passe par les cadets nationaux ou autres et après j'arrive en espoir. Il y a un recrutement au niveau espoir. Oui, il y a un recrutement au niveau espoir parce que moins quand même ces 2 dernières années, mais nous, comme on n'arrive pas forcément à recruter des profils athlétiques qui permettent d'évoluer en espoir, souvent on a des cadets qui sont des bons basketteurs, mais qui ne peuvent pas passer le cap athlétiquement ou sur la dimension physique sur la catégorie espoir. Donc on a nécessité de réajuster l'effectif. Donc moi, je suis un des rares coachs espoirs à faire beaucoup de recrutement sur la catégorie espoir parce que sur la catégorie cadet, on n'est pas assez alimenté sur certains profils de joueurs pour pouvoir être compétitif. Parce qu'on ne va pas se mentir, si on veut être compétitif, il y a quand même, on ne peut pas par exemple jouer avec une équipe avec tous les joueurs en dessous de 2 mètres, sinon on n'est pas compétitif. Donc je suis obligé de refaire un recrutement pour qu'on soit pas sur la même ligne de départ parce qu'on ne l'est pas, mais
pas 100 mètres 15 derrière. wagons derrière. Voilà. Ouais. Et comment se fait le scouting des joueurs? Parce que pour être prospect, des pros, entre guillemets, c'est facile. Il y a des agents, on connaît. Les espoirs, la pépite, pour aller la dénicher peut-être au fin fond de tel petit club en France. Comment ça s'opère Alors, c'est d'une complexité, vaste question. Donc déjà, nous, comment nous on fonctionne, mais c'est tous les clubs. Le coach cadet, c'est lui qui fait le recrutement des joueurs qui ont 15 ans. Sur ceux qu'on pense qu'ils ont vraiment quelque chose de spécial, on fait intervenir Jean-Louis, et là on met le forcing. Pour ceux qu'on pense que sinon, par exemple 6 ou 7 recrues qui ont 15 ans, le coach cadet il va en faire 5, et sur 1 ou 2, nous on va intervenir. Donc lui il fait tout le recrutement cadet. Certains de ceux-là vont pouvoir basculer en espoir. Et moi je fais le recrutement espoir. Donc lui, comment il s'y prend? Il va dans des tournois de jeunes, qui sont des tournois des équipes départementales, qui font après des équipes régionales, et il y a des rassemblements de ces équipes régionales. C'est des tournois qui se jouent entre différentes régions, et c'est là où il arrive à scouter, voilà, ce qu'on appelle à repérer les joueurs, à prospecter, et c'est là que il y en a déjà 30 qui partent pour d'autres centres de formation. Il faut être malin, c'est là où il faut être malin. Et après, moi, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Moi, quand je recrute après pour les espoirs, ça se fait beaucoup avec mon réseau, c'est-à-dire avec les agents, ça se fait beaucoup avec les agents, ou avec des joueurs que j'ai déjà vus dans le championnat espoir, qui ne sont pas conservés mais qui me paraissent intéressants, donc des joueurs que j'ai déjà vus, ou parfois c'est des joueurs qui se proposent, ça c'est assez rare. Ça veut dire que les joueurs en catégorie espoir ont des agents, ou c'est des agents de pro qui te signalent? C'est des agents de pro. Ouais, c'est ça. C'est des agents de pro qui en fait, ils sont pas souvent, ils rendent service aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils font de la mise en relation. Ils font de la mise en relation. Ceux qui explosent, ils les suivent après en tant qu'agents. J'allais dire un petit pari sur l'avenir quand même. Ils font des paris sur l'avenir, et après, en fonction de tel ou tel profil de joueurs que eux ont repéré, ils savent les centres de formation sur qui ça peut repérer. Mais c'est un travail très fastidieux, le recrutement, très fastidieux. Et c'est là où on n'est justement pas à la pointe. À Dijon, c'est là où on n'est pas à la pointe. Trop artisanal, trop... Et on n'est pas, je pense comme on n'est pas forcément hyper nombreux, déjà on ne peut pas assez quadriller, je pense. Et puis on n'arrive pas assez à attirer du prospect, on en attire, mais pas assez. Ça peut être un problème de moyens, de structure, de notoriété, diverses et variables. On n'arrive pas assez à en attirer. Je pense que moi, sous mon ère, sous 5 ans, si on avait été meilleur sur ça, je pense qu'on aurait été encore bien plus fort que ce qu'on a été. Je pense qu'on aurait été encore bien plus fort. Je pense que voilà, c'est là où on a eu le gap, où on est en retard par rapport à d'autres. Ah, je crois qu'on a retrouvé Hervé. Oui, bonsoir à tous. Oui, quelques petits soucis techniques à l'allumage. Oh là là, t'es bien rouge là. Ta webcam est sympathique. Alors dis-nous, est-ce que tu as quelques réactions aux questions qui viennent à nos auditeurs? Tout à fait. Bonsoir Vincent. Je me suis permis de vous couper parce que ça commence à réagir très fort du côté du chat. On a une réaction de Pascal et plusieurs questions dont je vais vous faire part tout de suite. Pascal nous dit, discours très intéressant, la réalité pour l'accès vers le haut niveau justifie l'importance du double projet, à la fois scolaire et sportif. On a une première question mercato. Quel sera l'avenir de ces espoirs pour la future saison, et en particulier de Robin Ducoté et Tom Yen? Tom Yen, il y a déjà eu la communication, il s'en va en National 1 à Andrézieux. Mais bon, je vais communiquer après plus largement sur les espoirs sortants. La première question, c'était le double parcours. Le double parcours, c'est évident que... Donc nous, on s'engage à la JDA Dijon, centre de formation, comme j'ai dit, c'est sur 6 ans. Les 3 premières années, c'est pour aller jusqu'au bac. Nous, on s'engage qu'ils aient le bac. On ne peut pas accepter qu'ils n'aient pas le bac, et si jamais ils doivent redoubler, leur première année espoir, s'ils restent au club, ils refont leur terminale jusqu'à avoir le bac. Ça, c'est la condition sine qua non chez nous. Après, on va dire qu'il y a 2 profils. Il y a ceux qui continuent les études. Souvent, c'est des joueurs qui avaient des très bons résultats au lycée. Et qui, eux, arrivent à mener les 2 de front. Souvent, c'est quand même des machines de travail, parce que c'est quand même des grosses journées quand même qu'ils doivent fournir en post-bac. Donc, ceux-là continuent. Et d'autres mettent ça un petit peu entre parenthèses, quand même, sur la catégorie espoir. Donc, sur 1-2 ans, ils mettent ça entre parenthèses. Et après, voilà, ils doivent raccrocher les wagons. S'ils ne percent pas, ils doivent raccrocher les wagons à la suite de la catégorie espoir. Donc, après, ils ont quand même un emploi du temps sportif qui est quand même drastique. C'est pas facile de mener les 2 en espoir.
c'est pas facile. Mais c'est vrai que ceux qui ont des facilités scolaires, quand même, c'est mieux quand même qu'ils continuent sur le double truc. Et alors donc nous, au club, on a des gens pour les accompagner là-dedans. Mais même avec les gens pour les accompagner là-dedans, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc celui qui n'a pas envie de faire des études, généralement, il finit pas ingénieur à la fin de son parcours. Alors ensuite, on a une question de Sébastien qui nous cible un autre joueur. Il nous dit « J'ai découvert Ilias Kamardine lors du tournoi final Espoir. Il est surclassé, mais je n'ai pas compris sa position et son rôle dans l'équipe. » Il est meneur. Sa position avec l'équipe Espoir. Donc c'est un combo. C'est un combo. Pourquoi il joue il est cadet effectivement. Pourquoi il joue avec les Espoirs? Parce que comme ça se fait dans beaucoup de clubs, les très forts cadets, ils jouent aussi avec la catégorie supérieure. Sauf que nous, c'est tellement rare qu'on se dit mais il n'a pas le droit. Non, si, on a le droit, mais on n'en a pas beaucoup qui peuvent le faire en fait. C'est ça la question. Donc Ilias, lui, il commence à jouer avec nous l'année dernière. Et là, cette année, il a fait à 100% avec nous. C'est le plus fort talent que j'ai vu en 5 ans à la JDA Dijon. Mais attention, entre être le plus fort talent et finir professionnel, il y a quand même une étape. Hein. Donc, transformé. Donc bon, lui, il est en avance sur les temps de passage. Mais bon, il a quand même des caps encore à franchir s'il veut sortir professionnel. Sa position, c'est un combo. C'est-à-dire un combo arrière. Ça veut dire qu'il joue sur 2 postes. Alors, son meilleur poste, c'est poste 2. Et son poste secondaire, c'est poste 1. Oui, donc c'est un 2-1. Voilà, c'est un 2-1 qui mesure 1m93, qui est longiligne pour l'instant, mais qui a un talent. Très rapidement pour les non-basketteurs, les différents postes, très rapide. Donc il y a le meneur de jeu, l'arrière, l'ailier, l'intérieur, le poste 4, l'intérieur fuyant, on va dire, et le pivot qui est le point d'ancrage de l'équipe. Donc lui, il est à la fois arrière et meneur de jeu. Ok. Donc voilà, c'est les postes qu'occupe Axel Julien. Axel, mais c'est pas le même profil parce qu'Axel est un 1 qui joue aussi 2. Voilà. Lui, c'est plus un 2 qui joue. Qui joue 1. Donc voilà son Rachid Suleiman. C'est un Rachid Suleiman. Voilà. Bon, c'est pas le même profil, mais c'est un. Oui. C'est un Rachid Suleiman. Oui, si on peut comparer, c'est le même poste. En tout cas. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc oui, effectivement, lui, c'est notre. C'est quand même le joueur sur lequel le club. Mise, bon, il n'y a pas que lui. Robin qui est plus âgé, lui, l'année prochaine, il a encore une année espoir. Donc pour l'instant, il est encore à la JDA Dijon. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, il sera à la JDA Dijon. Et là, pour l'instant, il se concentre sur cette fin de saison. Ça, c'est sa priorité pour le moment. Les autres joueurs, donc Tom Yen, je l'ai dit, ça va National 1 à Andrézieux, donc d'un très gros projet National 1 avec Laurent Pluvy comme coach, donc un ancien coach de Jeep Elite. C'est un club qui veut monter en Pro B. On a un autre joueur, Antoine Rogeski, qui part en National 2. Et après, on a Richard Tapp, un de nos pivots, et Mathis Rostomov, notre poste 4, qui n'ont pas encore trouvé de projet, qui sont sortants, qui n'ont plus l'âge de jouer en équipe espoir. Donc il y a un âge limite fixé à 20 ans. Qui a 20 ans, voilà. Donc ces 2 joueurs, ils n'ont plus l'âge et ils vont, dans les semaines qui arrivent, trouver un club. On a effectivement ce phénomène de je trouve un club, ça y est, je suis arrivé au bout du cycle. Pourquoi on ne voit pas plus de prêts et de se dire je garde mon jeune et puis finalement, plutôt qu'il fasse ses armes en National 1, mais qu'il soit plus rattaché à mon club, je lui fais signer un contrat et je le prête. Et le cas échéant, s'il perce, je le rapatrie. Ouais, c'est une très bonne question. La question, elle s'est posée pour Dimitri Ranik, elle s'est posée pour Louis Weber. C'est les 2 derniers en date qui ont fait des très bonnes... Qui ont montré en tout cas beaucoup d'espoir avec cette équipe professionnelle. Parce qu'on pense que le temps de délai pour arriver à professionnel, il est trop pas éloigné, parce que par exemple pour Dimitri, je ne serais pas surpris si ça arrive sous 1-2 ans. Mais il y a trop d'incertitudes par rapport à ça. Donc on préfère donner de la liberté aux joueurs, et je suis sûr que si ces joueurs ils ont le niveau pour rejoindre Jeep Elite, on les reprendra. Mais ça sera pas, ça ne sera pas difficile de les reprendre. Donc d'autres clubs le font, c'est-à-dire ils signent des contrats de 3 ans, ils les prêtent 1 année, ils les prêtent 2 années. Mais au final, moi je comprends la stratégie du club, la stratégie de Jean-Louis Borg. C'est qu'en fait, il y a trop d'incertitudes. Et après, parfois, quand on les signe en contrat pro, ça freine aussi pour trouver des projets en Pro B ou N1 parce que le contrat, les clubs n'ont pas envie de donner tel type de contrat à tel joueur. Donc, il y a des fois, ça favorise. Mais il faut avoir des clubs antennes aussi. C'est pas mal d'avoir des clubs antennes. Bon, donc, c'est une très vaste question. Nous, on préfère donner de la liberté aux joueurs pour qu'ils puissent vraiment avoir les cartes en main pour son avenir. Ouais. Et après, si on doit le faire revenir, on le refera venir, mais sans état d'âme, parce qu'on part, on souhaite le meilleur à ces jeunes-là.
Après, le cas échéant, si on a un joueur qui est vraiment à la limite, c'est-à-dire qui peut donner des minutes avec l'équipe professionnelle, mais de manière systématique, pas occasionnelle, mais systématique, là, la question se reposera de signer un contrat pro et de prêter. Pour l'instant, comme c'est des joueurs qu'on a fait jouer de manière occasionnelle, on n'a pas choisi cette formule-là, en tout cas. C'est un choix stratégique de club. Puis on sait qu'il y a toujours une attache quand on a été formé dans un club, que tu parlais de faire surtout revenir. Quand on part en bon rapport. Bon, voilà, surtout quand on part en bon rapport, parce que moi, Louis, Dimitri, c'est des joueurs qui ont compté pour moi en tant que coach, parce qu'ils ont porté l'équipe Espoir, ils ont été des leaders de cette équipe Espoir, mais je cite les deux, mais parce que c'est eux qu'on voit plus, mais il y a Gary Berchel, il y en a beaucoup d'autres. Dorez aussi avait... Il y a Nicolas Dorez, bon il a arrêté lui, mais il y en a beaucoup, il y en a même certains qui sont National 2 mais qui ont vraiment du potentiel. Bon, on les suit et si un jour on est amené à retravailler, je serais très content, mais c'est des joueurs avec qui on est parti à la guerre, c'est pas un bon mot parce qu'on ne part pas à la guerre quand on fait du sport, mais c'est des joueurs avec qui on est allé au charbon ensemble et j'ai beaucoup de respect pour les joueurs avec qui on va au charbon et qui ne lâchent pas. Moins pour ceux qui n'ont pas de mental et qui lâchent et qui nous plantent. Mais souvent, ils ne font pas de vieux os, ceux-là. Ça permet de faire le lien, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur tes performances et les performances de ton groupe, puisque malheureusement, l'année précédente a été arrêtée. L'année d'avant, il y a le Trophée du Futur à Dijon, et ça passe à pas grand-chose. Bon, il y a toujours Cholet, quelque part. Voilà. Et de nouveau, cette année, Cholet, mais par contre, demi-finale à chaque fois. Cholet cette année, c'est peut-être ton plus grand regret parce que. Ouais. On va parler. C'est deux histoires différentes parce que il y a 3 ans, on avait à l'époque la meilleure équipe que moi j'ai eue sur les 5 années que j'ai eues en espoir. On avait une équipe équilibrée. L'année où le Trophée du Futur est à Dijon. Voilà, on finit une saison régulière avec 27 victoires, 7 défaites. On finit 3e, mais avec un Cholet qui finit 1er. Avec une seule défaite que contre nous, un Bourg qui a que des joueurs qui jouent en Pro A Pro B. À Bourg, actuellement, tous ces joueurs qui ont fini juste devant nous, ils ont que des joueurs qui ont fini pro. Et là, on avait vraiment une très forte équipe avec une dynamique de groupe, une maîtrise dans les temps cruciaux des matchs, une capacité à rester, à gérer nos temps forts, nos temps faibles. Enfin, on avait vraiment la meilleure équipe. Et par contre, on avait une concurrence en face qui était quand même exceptionnelle aussi. Donc cette année-là, le Trophée du Futur, et le club avait remarqué ça, qu'on avait une très forte équipe, parce que le club a posé le dossier pour qu'on ait le centre de formation. C'est tôt. Pas le centre de formation, le tournoi final, le Trophée du Futur à Dijon. Donc c'est parce qu'on avait une équipe qui était spéciale. Donc ouais, on a un regret là parce qu'on est tombé contre une très forte équipe. On n'a pas un regret parce qu'on a tout donné et tout ça, mais que ça s'est joué vraiment à peu de choses et qu'ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là. Et donc on a un regret qu'ils étaient meilleurs que nous sur ce match-là et que ça s'est joué malgré une belle remontée sur le dernier quart-temps. En fait, je ne vais pas refaire l'histoire. Ouais. L'année dernière, ça se stoppe, mais le dynamique de groupe n'était pas aussi bonne. Okay. Et quand ça se stoppe, c'est presque pour nous arranger. On est à 18 victoires, 8 défaites, on est 4e. Oui, on aurait fini dans les 8 premiers, on aurait fait les playoffs, on aurait fait le Trophée du Futur, mais on était sur une dynamique, une patte descendante parce que justement le recrutement n'avait pas été bon et les joueurs cadres qui étaient restés d'une année sur l'autre, ils n'ont pas été épaulés. Donc c'est dur ce que je dis, je n'ai aucune animosité contre ces jeunes. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas relevé le challenge. Il faut appeler un chat un chat. Et donc quand on a eu besoin d'eux, ça n'a pas répondu et donc ça s'est grippé. La machine, elle s'est grippée. Donc quand ça s'est arrêté, on aurait fait les playoffs, mais très peu de chances qu'on soit allé loin dans les playoffs. Et cette année, c'est assez atypique parce que là, du coup, on a fait RAZ. On est reparti vraiment avec une nouvelle équipe. Et en début d'année, personne ne nous voyait vraiment. On nous voyait 10, 12e, 13e. Et les résultats du début de saison donnaient raison à ça parce qu'on était vraiment en difficulté, enfin pas en difficulté, mais on pouvait gagner un match, perdre un match, on n'était pas compétitif. Mais c'est un groupe qui, dès la préparation, a beaucoup travaillé. Ils n'étaient pas au niveau, mais ils ont pris une charge de travail dans les dents qui est terrible. Et ils sont arrivés, dès septembre, il a fallu digérer et il y a eu le confinement de novembre. On n'a plus joué, ça a stoppé la compétition. Et là, on a encore plus travaillé. Et quand on est sorti de ce confinement-là et qu'on a repris en décembre, on voyait que l'équipe avait digéré pas mal de choses. Et en Balasvel, qui est quand même à gagner le Trophée du Futur, en Balasvel, on a encore des soubresauts, on n'est pas encore. Et après, il y a eu février qui est arrivé, on a eu tous le Covid. Donc les pros, pratiquement personne n'a eu le Covid en pro. Tandis qu'en espoir, tout le centre de formation a eu le Covid. Et donc on l'a eu sur le terrain, il ne faut pas se mentir. Et à la sortie, on a eu 2 semaines d'arrêt parce qu'on a eu quand même des charges, pas de joueurs handicapés, mais ça a duré longtemps, on a été positif longtemps au test. Et quand on est revenu de là,
les joueurs avaient digéré certaines choses. On a eu 1 semaine et demie d'entraînement avant le prochain match, très peu. J'ai senti qu'il y avait un truc que le travail de 6 mois avait été digéré et que ça s'est... Et on a eu quelques matchs tournants, la victoire à Monaco. Une dernière partie de saison, ouais, tout à fait intéressante. Il y a des fois, comme on devait rattraper des matchs en retard, on a joué des 4 matchs en 2 semaines, on a gagné les 4 matchs, on a mis 40 points à Chalon chez nous, on va les gagner 1 semaine après alors qu'ils étaient motivés. Ça a dû faire plaisir à mon ami Christophe, 40 points. 40 points à Chalon. Le coach après, Ali, que j'apprécie, il a été promu coach pro derrière. Comme quoi, il faut prendre 40 points. Ça, ouais. Donc j'invite Chalon à prendre 40 points en espoir chaque année. On a eu et on finit à 13-3. Donc on finit premier et ça, on n'est pas réputé. Tout le monde dit ouais, l'Asvel Cholet, mais on finit à égalité avec l'Asvel, premier à égalité avec l'Asvel de la poule. Alors que quand en décembre je dis voilà notre plan de route, on a ça. On était dans la poule la plus forte. Mais vraiment beaucoup plus forte. C'est-à-dire que nous, il y avait 6 ou 7 équipes dans notre poule qui allaient se qualifier pour le trophée du futur si c'était resté sur un format normal. Et de l'autre côté, il n'y avait que Cholet, peut-être une autre équipe. Ouais, donc on était vraiment dans la poule la plus forte. Et quand j'ai dit le plan de route, j'ai dit les gars, ça va être serré. Hein. Là, il n'y a pas de. Là, il y a un plan de route, il ne faut pas s'en écarter parce que sinon on ne passera pas dans les 4. Et ça s'est encore mieux passé que ce que je pensais. Parce que tu as des bons garçons qui écoutent. J'ai eu une équipe qui a eu une force de travail, une force de travail incroyable. Ils ont eu une force de travail incroyable. C'est pas pour les encenser, mais ils ont eu une force de travail incroyable parce qu'ils étaient vraiment derrière sur la ligne de départ. À la fois en termes de vécu, à la fois en termes de talent, de physique. On était derrière sur la ligne de départ. Et comme je leur dis, le collectif a progressé vraiment à vitesse grand V, mais comme on sait faire à Dijon. Mais on n'aurait pas pu être performant si eux, ils n'avaient pas aussi beaucoup progressé sur le plan individuel. Et je leur ai dit, quand on a clôturé la saison, c'est que leur progression individuelle, elle a fait la saison qu'on a faite. Parce que chaque année, le collectif, il a beaucoup progressé. Mais pour arriver dans le dernier carré, ça a été leur progression individuelle. Et après, je pars beaucoup là d'affilée, mais le match... C'est passionnant, c'est passionnant. Le match de Cholet, il est frustrant, effectivement, on tombe face à Cholet. Il est frustrant pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas bien géré nos temps faibles. Notre deuxième quart-temps a été très faible dans la gestion. La fin du 3e, le début du 4e sur l'attaque de zone presse, on a mis trop de temps à s'ajuster alors que c'est quelque chose qui est dans nos atouts. C'est-à-dire que généralement, quand les équipes qu'elles nous mettent de la zone presse, on met du jeu rapide derrière. Parce qu'on a des stratégies qui savent casser la zone presse. Mais là, il y a une telle dimension athlétique qu'en fait, on a mis plus de temps. Et donc, au lieu de mettre 1 ou 2 possessions pour s'ajuster, on a mis 7-8 possessions. Et sur des matchs couperés, comme ça, on ne peut pas mettre 7-8 possessions. Donc ça, c'est la première. On a mis du temps sur nos temps faibles. Et le deuxième regret, c'est moi. J'ai fait une erreur de coaching, une double erreur. Et donc, il nous faut un 3-1 à la fin, une zone 1-3-1. Et on ne l'avait pas travaillé depuis longtemps. On l'avait travaillé quand on avait joué Bourg en championnat parce qu'il la faisait un petit peu. Donc, et on l'avait bien franchi contre Bourg. Donc, on n'avait pas fait de piqûre de rappel. On en avait fait sur d'autres zones, mais pas de piqûre de rappel sur la 1-3-1 parce que Cholet ne fait pas d'habitude de la zone 1-3-1. Donc, on a mis du temps à s'ajuster parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé. Et la deuxième, c'est que j'ai voulu garder mes 2 temps morts pour le money time, les 2 dernières possessions, parce que je dis, bon, voilà, ça va être la mouise pour attaquer cette 1-3-1. On serre les dents. Avec notre défense, on ne prend pas d'éclat. On reste à portée de fusil pour les 2 dernières possessions et on fait la différence sur les 2 derniers temps morts. Et j'aurais dû en fait couper direct avec un premier temps mort et en garder qu'un pour le money time. Donc j'ai fait une erreur de coaching sur la gestion du money time. Donc c'est là où c'est frustrant parce que je pense que il y a 3 ans contre Cholet, il n'y a pas eu d'erreur des joueurs, il n'y a pas eu d'erreur de ma part. On est tombé vraiment, on n'a pas pu faire le tour. On ne pouvait pas faire le tour de cette équipe-là. Là, cette année, on pouvait faire le tour de cette équipe-là. On pouvait les battre parce que c'est un Cholet moins fort qu'il y a 3 ans. Mais il y a eu des erreurs, et notamment la mienne. Bon, ceci étant, c'est toujours bien de faire son introspection. Pour autant, un parcours et un travail, c'est pas parce que tu es notre invité, mais que tu as fourni avec ce groupe, et tu le disais, pas forcément avec les meilleurs moyens sur la ligne de départ, mais quand même des résultats qui sont exceptionnels et qui nous ramenaient aux époques années 90, fin années 90. C'est vrai. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est un travail monumental. Et donc, quand même, féliciter toi et ton groupe pour ces performances qui sont... Merci, j'apprécie. Mais c'est un travail collectif, on va dire. C'est un travail, bien sûr, de moi, mais c'est un travail des joueurs et c'est un travail du staff aussi, parce que j'ai un adjoint qui est là aussi depuis
qui n'était pas là avec moi la première année, qui est là depuis 4 ans, qui s'appelle Adrien Curie, qui est maintenant aussi avec l'équipe professionnelle. Donc, j'ai pas sorti de joueur pour la Jeep Elite, mais j'ai sorti un entraîneur pour la Jeep Elite, enfin un préparateur physique. C'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau. Voilà, donc voilà, on me dit je sors pas de joueur, mais j'ai sorti quelqu'un pour la Jeep Elite. Donc lui, il est aussi partie vraiment prenante de ce projet-là parce qu'il fait un gros travail sur des missions de préparation physique, sur des missions de travail individuel, sur des missions, c'est lui qui met en route les entraînements. Il a vraiment une mission très élargie. C'est vraiment le bras droit, mon bras droit, comme Fred peut l'être avec Laurent pour l'équipe professionnelle. Donc voilà, c'est le travail de l'ombre. On parle très peu de Fred alors qu'il fait un travail exceptionnel. Il fait vraiment un travail exceptionnel, colossal. Et Adrien fait sur une façon de faire différente parce qu'on a une organisation différente, mais la même chose, le même travail colossal. Donc voilà, c'est lui, son travail, le travail des joueurs. Et puis moi, une pincée de sel, de poivre par là, voilà. Messieurs, si vous m'entendez toujours... Alors là, ça continue à réagir sur les réseaux. Je profite de la brèche parce que c'est très passionnant. Vas-y, parce qu'on a des passionnés là, je sens, et c'est dur de les couper. Je suis d'accord avec toi. On a des questions très précises. Alors 5-6 questions à la suite. On va les faire en répondant assez rapidement. D'autant plus que Vincent, vous avez déjà répondu à pas mal de choses au travers de vos réactions. On nous demandait l'avenir du côté. On en a déjà parlé, voilà, et on espère garder les jeunes. Et pour l'instant, il est encore à Dijon, c'est ce que vous nous disiez. Quelle place aura Alix nous demande, et on la salue d'ailleurs, invitée régulière sur notre plateau, elle nous demande quelle place aura la formation dans le projet sur ces prochaines années. Est-ce qu'on a l'ambition d'avoir davantage de joueurs locaux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, je pense que le projet de la formation il va continuer à grandir parce que pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que là, il va y avoir une équipe qui va être compétitive encore l'année prochaine parce qu'on avait quand même on avait des dernières années, mais on avait quand même pas mal installé des cadets et des espoirs. Donc l'équipe va rester compétitive. On a 1 ou 2 prospects qui arrivent derrière là, qui vont monter. Dont un de Bourg. Ça a été annoncé. Voilà, alors le recrutement, mais même déjà en interne, on a des joueurs qui vont être intéressants. Donc ça va continuer à prendre forme, combiné avec l'arrivée d'un directeur sportif qui va, à mon avis, continuer à faire progresser la structure là où on avait des défaillances. Le recrutement, les conditions d'entraînement. Bon, il n'y a que le budget, l'argent, je pense que ça ne va pas monter comme ça parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais ça va continuer à monter progressivement. Alors peut-être que sur les résultats, ça ne va pas être forcément top 4 comme ça a été ces 3 dernières années, mais ça va continuer à monter, ça j'en ai l'intime conviction. J'espère qu'on arrive à sortir un joueur pro, peut-être Camardine, on ne sait pas, on verra. L'avenir nous le dira. Et après sur les joueurs locaux, j'aimerais qu'il y ait plus de joueurs locaux, mais il faut quand même dire, et c'est pas faire une critique à la formation dijonnaise, bourguignonne et régionale, mais on a peu de profils physiques dans le coin quand même. Parce que le premier point, c'est quand même d'avoir des profils. Alors s'il y a un jeune qui fait 1m70 et qui a un talent exceptionnel, on le prendra. On rentre chaque année 1 ou 2 joueurs du pôle espoir, mais en 12e, 13e chez les cadets, parce qu'ils ne peuvent pas. Sportivement, ils n'ont pas le niveau pour être plus haut que ça. Et c'est pas faire du dénigrement du local. Parce que moi, je suis quelqu'un de juste. T'es bon, t'es devant. T'es pas bon, t'es derrière. Quelqu'un qui va démarrer la saison dans le 5 de départ, s'il y a un cadet qui est meilleur, c'est le cadet qui prendra sa place. Donc c'est comme ça. Moi, je suis pas Dijonnais, mais s'il y a des Dijonnais qui sont fantastiques, ces Dijonnais, ils seront devant. Le problème qu'on a sur Dijon, on va dire la grande région, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des gabarits. Et donc c'est ça qui freine un petit peu notre recrutement sur le. Les bourguignons franc-comtois seraient-ils de petite taille? Faut le croire. Alors est-ce qu'on n'arrive pas à prospecter suffisamment? Est-ce que déjà ça part du pôle espoir? Est-ce que vraiment c'est les meilleurs qui sont au pôle espoir? Bon, moi, je suis assez. Je réponds à la question, mais je suis pas quand même en première ligne sur ça quand même parce que c'est pas moi qui fais le recrutement sur, comme je l'ai dit, sur les cadets première année et tout. Je donne mon avis, mais après je comprends les décisions du club. Est-ce qu'il faudrait s'améliorer là-dessus? Je pense que c'est un critère sur lequel on a une marge de progression où on doit s'améliorer. Et je pense qu'on peut s'améliorer. Et je pense que l'arrivée de Fabien Romeillet va aider à ça parce qu'il va aussi aider le club sur toute la filière. Parce qu'il n'y avait pas avant.
Il n'y avait pas. Donc ça va un petit peu aider à ce niveau-là. Et puis il y a des relations qui doivent s'améliorer. Enfin, il faut qu'on arrive après sur tout le grand bassin dijonnais à être plus performant, ça c'est sûr. Mais ça va être une organisation, ça va se faire par les têtes pensantes et les dirigeants. Je suis pas... Je vais aider Hervé parce que je le vois consulter ses notes. Tu as d'autres questions, je sens, Hervé. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a encore d'autres questions. Effectivement, Christophe, tu parlais d'un espoir qui venait de Bourg. Alors justement, on demande quel rôle sera attendu pour cet espoir et également un espoir venant du Mans. Alors, j'ai pas les noms, je suis désolé, mais je pense que... Clovis Gaduel du Mans et Arthur Simon qui n'a aucun rapport avec Chase Simon. Ou avec Gérald Simon qui est assistant à Bourg aussi. Clovis Gaduel, il va être meneur de jeu dans l'équipe Espoir, mais il ne sera pas avec l'équipe professionnelle dans un premier temps. Arthur Simon, lui, ça sera un joueur... Alors, je ne peux pas dire qu'il va être joueur majeur et tout, ils doivent se la gagner la place. Mais Arthur Simon, lui, il va être dans le groupe élargi professionnel pour s'entraîner, comme pouvait le faire Nicolas Dorez, par exemple. Voilà. Donc après, à lui de se la gagner. Hein, à lui de se la gagner. Il aura rien de gratuit, mais c'est un garçon intelligent. Moi, j'ai appuyé... On a bien compris que la méritocratie faisait partie de à Dijon, c'est la base de la base. Après, voilà, Arthur Simon, moi, j'ai appuyé fortement. Clovis Gaduel, j'ai appuyé aussi. Mais Arthur Simon, j'ai appuyé fortement ce recrutement parce que c'était étonnant qu'il soit libéré de Bourg. Et donc j'ai dit il faut absolument qu'on saisisse cette opportunité-là. C'est un garçon intelligent qui a des vraies qualités basket. Et on l'aurait eu cette année, ça aurait été déjà une valeur ajoutée, un bel apport. Donc je pense que pour l'équipe Espoir, ça va être un vrai apport. Pour l'équipe professionnelle, il faudra voir. Mais bon, comme je vous ai dit, le gap, il est important. Énorme. Hervé ? Alors, une dernière question, messieurs. Oui, alors ça concerne... principalement Vincent, du coup, on nous demande, alors il y a deux questions, mais je vais vous les poser. La première, c'est qui sera du coup le futur coach des Espoirs, puisque Vincent, on nous dit que vous serez premier adjoint professionnel. Est-ce que l'objectif sera l'intégration et le temps de jeu des jeunes, justement? J'ai pas entendu la deuxième partie, par contre. Et on nous demande du coup si, en tant que dans cette nouvelle position, l'objectif sera de favoriser l'intégration et le temps de jeu des jeunes dans l'équipe professionnelle. Du coup. Alors, la première question, ça s'appelle prêcher le faux pour savoir le vrai. On me l'a vendu sous forme d'affirmation. Voilà. Donc, bon, Laurent et Fred y partent. Je peux pas devancer la communication du club. Je vais rester au club. Après, pour quel poste, on ne sait pas. Peut-être ça sera la comptabilité. On attendra sagement. On ne sait pas. Après, en tout cas, avec un plus 5 à l'administration d'une entreprise. Voilà, c'est ça. Peut-être 512 banques. J'ai quelques maîtrises en compta. Il y a un beau livret. Non. Compta qui trône sur. Mais après, pour la deuxième question, je vais quand même y répondre parce que c'est important. Quelle que soit la personne qui sera assistante, à un moment donné, c'est gagner des matchs. Hein. Donc, oui, si on a un jeune qui mérite de jouer avec les pros de manière systématique, il jouera avec les pros. Mais ça veut dire qu'il ne fait pas baisser le niveau de l'équipe quand il rentre sur le terrain. Voilà, point barre, point à la ligne. Moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'a fait Laurent, même s'il y a des fois, on se dit « on aurait quand même eu un peu... » Mais c'est à la marge. C'est à la marge. Le nombre de fois où on aurait pu faire jouer plus les jeunes, c'est à la marge. Sur toute une saison, on n'a pas de jeunes qui auraient pu faire 10 minutes tous les matchs. C'est pas possible. On n'en a pas. C'est pas dénigrer les jeunes si je dis ça. C'est pas dénigrer leur travail, c'est pas dénigrer leur niveau. Et c'est sans doute pas leur rendre service de les faire jouer. Et puis la réalité d'une équipe professionnelle, c'est de gagner des matchs. La demande du président, la demande de Jean-Louis Borg, c'est de gagner les matchs. Et Laurent Leniam, il est là pour gagner les matchs. Et il le fait très bien d'ailleurs. Il le fait très très bien. Donc quelle que soit la réorganisation du staff, quel que soit le nouveau coach, quel que soit le nouvel assistant, etc., il faudra gagner des matchs. Si un jeune il nous aide à gagner les matchs, ce jeune il jouera. Si ce jeune il nous aide pas à gagner les matchs, il ne jouera pas. Alors je sais qu'à Dijon, on aimerait avoir ces espoirs qui jouent plus. Et on est une des salles, à titre d'exemple, c'est un peu l'anecdote parce que vous pouvez pas le savoir, mais on est une des salles où on a, hors période Covid, où il y a de l'affluence, on est une des salles où il y a le plus de monde pour voir les matchs espoirs. Donc ça intéresse quand même. Alors bien sûr, c'est marginal, je veux dire, dans Dijon, tout le monde ne connaît pas l'équipe Espoir, bien sûr. Mais on est une des salles où ça intéresse parce que c'est là où il y a le plus de monde. On va dans des salles, parfois il y a personne, mais vraiment, ou 3 personnes. Ouais. Donc je sais que le club aimerait ça. Et j'espère qu'on pourra y arriver à terme,
Mais il ne faut pas oublier que si les gens ils veulent voir du basket de très haut niveau avec de la coupe, la priorité c'est de gagner les matchs. Il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, Robin Ducoté fait un super match hier. Bon, on l'a vu par moment, il avait un peu le capot qui fumait quand même. Ouais, mais et on voyait qu'il était rincé. Voilà, mais c'est normal parce qu'il est obligé de mettre tous ses sens en alerte et il est pas à 100%, il est à 300% quand il est là. Donc c'est difficile. Après, est-ce que Robin un jour il pourra jouer avec les pros? Mais peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des timings et que les timings parfois de l'équipe professionnelle ne sont pas les mêmes timings que les jeunes. Et j'espère que Robin il pourra passer pro, j'espère que Dimitri Rannik il pourra nous rejoindre. Je le souhaite, franchement, je préférerais qu'on puisse refaire venir un Dimitri Rannik, qu'on prenne un jeune qui soit du même niveau, au moins bon peut-être, et qui vient. Si on doit faire venir un jeune, il faut qu'il soit meilleur que lui. Parce que sinon, moi je préférerais qu'on fasse revenir Dimitri Rannik. Après voilà, la question ne se pose pas pour le moment. Pour le moment, l'avenir, c'est de trouver le futur coach de la JDA. C'est cette fin de saison aussi où les pros, nous les espoirs, c'est fini, où les pros ils vont essayer de finir le plus haut possible. Et on peut faire confiance au staff et aux joueurs pour finir le plus haut possible. Et après, c'est de trouver pour la direction le nouveau coach qui permettra de relever le challenge qu'a laissé Laurent. Parce que Laurent, il a laissé quand même un énorme challenge. Compliqué, ouais. Ouais, un énorme challenge. Ça ne sera pas cadeau. Mais c'est un beau projet. Peut-être avant de passer au quiz, parce que je vois il y a quelques informations aussi, mais c'est passionnant. Hein. Moi, j'apprends plein de choses. Je pense qu'on pourrait faire 5 heures. J'en doute pas avec vous deux, mais tu as peut-être encore quelques questions auxquelles tu tiens. Parce qu'on parle beaucoup des espoirs. Il y a 2 ans de cela, il y a eu un débat qui a ressurgi sur l'intérêt du championnat espoir, notamment des entraîneurs comme Jean-Denis Choulet, le regretté. Il n'est pas mort, mais il a pris comme 35 milliards. Celui à qui Laurent Leniam pique les systèmes offensifs. Oui, mais bien sûr. Bon, à l'arrivée, c'est pas le même classement, mais c'est. Ouais. Enfin bref. Chalonnais un jour, Chalonnais. Et donc, allez, il ne faut pas recruter de coach qui viennent de Chalon, alors c'est pas non. Bon, de toute façon, on ne recrute pas beaucoup en Pro B. Posez votre question, monsieur Gavinier. Qu'est-ce que tu en penses de ce débat-là et quel regard tu portes? Parce qu'il y a eu réellement à un moment donné un débat qui a ressurgi. Je pense que l'intérêt des clubs, il a baissé pour le championnat d'espoir de Jeep Elite. Donc on se retrouve avec un championnat qui a été un peu à perte de vitesse. Mais je crois qu'il est indispensable de le conserver, ce championnat-là. Parce qu'on voit les équipes de France de jeunes, elles sont alimentées et les étés, elles sont tenues par des joueurs qui passent par la catégorie espoir. Systématiquement. Et on regarde les jeunes qui vont aider vraiment les clubs de N1, Pro B, ils se passent tous, quasi, pas tous, mais 90% ils passent par les espoirs. Je pense qu'il faut qu'on garde cette catégorie, qu'il faut qu'on garde dans les grandes lignes cette formule. Maintenant, il faut remettre un élan. Ça, c'est sûr. Il faut remettre un élan. Pardon, Vincent, pour resituer, le débat portait à dire est-ce qu'il ne faut pas faire comme au foot? En clair, est-ce que une équipe un peu réserve des clubs pro, soit en National 1 ou 2, et affronte justement des championnats plus exigeants je peux parfaitement parler de ça, parce que moi, quand j'étais chez les filles, la catégorie espoir, elle était en National 2. Et j'ai vu ce que ça faisait. Et on voit des jeunes qui sont déconnectés de l'équipe pro et qui, le week-end, au lieu de se challenger face aux autres clubs pro, face à qui il y a une vraie concurrence entre jeunes, ils vont se challenger avec des joueurs qui ont des qualités de la région et des clubs qui ne leur parlent pas. Ça ne leur parle pas. Donc, ils vont faire les choses bien et tout, mais je ne suis pas sûr qu'ils seront mieux formés. Et en termes de compétitivité, de challenge... Aller jouer contre l'Asvel ou contre Paris-Levallois, ça a une autre saveur que d'aller jouer contre... Mâcon, d'aller à Mâcon, Valence-le-Saunier, c'est des très bonnes équipes, ça aiderait les jeunes. Mais pour les jeunes, ça n'a pas la même saveur, parce qu'ils se concurrencent pas face aux jeunes forts de leur génération. Nous, on n'aurait pas ça. Les jeunes qui sont derrière, qui se font recruter après que d'autres joueurs et qui disent « Ah, mais maintenant, on les a rattrapés, on les a doublés, on leur mange la soupe sur la tête et nous, maintenant, on est top 4 et toi, tu te balades à ta 12e place avec ton équipe. » On a besoin de ça. Et nous, on alimente, on se sert de ça. Donc, moi, je suis pour qu'on garde ça, vraiment. Maintenant, il faudrait qu'on arrive, je ne sais par quel moyen, à redonner quand même de l'élan. Parce que c'est quand même à bout de souffle et les clubs sont effectivement quand même un peu las de investir et de ne pas avoir des joueurs sur lesquels ils financent la formation revenir directement chez eux en Jeep Elite. Donc il y a des formules qui vont devoir être trouvées, il va falloir investir les clubs et les faire réfléchir pour ça, mais ça doit venir des clubs, mais surtout pas enlever ça.
pas enlever la catégorie espoir parce que je pense que là, on ferait une erreur pour l'avenir du basket français importante. Eh ben, je trouve que c'est un très bon mot de la fin avant de te retrouver pour le quiz final. Mon cher Vincent, en tout cas, un immense merci. C'était un échange passionnant. On va passer rapidement aux autres résultats. À moins qu'Hervé, tu aies peut-être une dernière question. Non, c'est une information de quelque chose que certaines personnes doivent déjà savoir, mais c'est important pour la JDA, puisque à partir du 9 juin et donc de ce match avec la réception du Mans, la jauge de spectateurs passera à 999 pour être précis. Et donc, il y aura plus de spectateurs au 200 palais. personnes de plus. Ouais, il n'y aura pas le pass sanitaire. Il n'y aura pas le pass sanitaire. Ça évite toutes les complications. Voilà. Très bien. Il Voilà. convenait de le signaler. Merci Hervé. On va passer donc aux résultats des autres formations dijonnaises qui jouaient la semaine dernière et ce week-end. Je pense qu'on doit avoir un petit jingle, si la régie est toujours avec nous. Le jingle résultat, s'il est là. Et... Merci la régie pour ce beau jingle. Donc, on le sait, beaucoup d'équipes ont terminé leur championnat. C'est d'ailleurs le cas de l'équipe Espoir. Mais il y avait encore quelques rencontres, et notamment le dernier match du DFCO féminin, sur lequel on doit avoir quelques images. Hervé nous en avait parlé pas mal la semaine dernière. Le dernier déplacement pour le DFCO féminin, c'était chez le PSG. Qui plus est, le PSG qui jouait le titre sur ce match-là. Et il n'y aura pas eu de surprise, même si Dijon n'a pas forcément à rougir de sa prestation. Une défaite 3-0. Je ne sais pas si la régie peut m'envoyer les photos du DFCO féminin. Elle doit être quelque part. Sinon, c'est pas bien grave. Donc, défaite 3-0. Du DFCO féminin, 3 buts parisiens marqués dès la 8e minute sur penalty par l'Allemande Sarah Debritz. Deuxième but à l'heure de jeu par la capitaine Irène Paredes. Et un dernier but en toute fin de match par Jordine Huitema. 3-0, le PSG qui a dignement fêté ce titre de champion de France. On les comprend, elles mettent fin à 14 années d'hégémonie lyonnaise. Voilà, on a ces photos qui nous arrivent. C'était pas l'année de Olas, hein, par contre. Voilà, j'en profite pour remercier mon ami Patrick Vielcanet qui nous a donné ces images donc, de la partie du DFCO féminin au stade Jean-Bouin face au Paris SG, donc championne de France après 14 années de règne lyonnais. Des informations importantes, Nicolas, quand même aussi, puisque c'était le dernier match de Yannick Chandiou, il faut le rappeler aussi. Tout à fait, on en avait parlé la semaine dernière. Voilà. Et puis Mylène Chavaz, je crois, hein, qui a annoncé également son départ, la gardienne dijonnaise. Tout à fait, elle a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs pistes et plusieurs rumeurs qui sont en cours, mais on attendra l'officialisation avant d'annoncer son prochain club. Voilà, tout comme pour l'avenir de notre ami Vincent Dumestre. Ça n'intéresse pas les mêmes personnes, je pense. Voilà. Il y avait également une compétition d'athlétisme ce week-end du côté du stade Colette-Besson à Dijon. Et ça fait plaisir parce que c'est ni plus ni moins que la première compétition j'allais dire d'affrontement entre différents clubs. Il y avait eu quelques meetings internes ou autres, mais là les championnats donc de Côte d'Or d'athlétisme avaient lieu ce samedi au stade Colette-Besson. Alors beaucoup moins d'athlètes que d'habitude. On sait que comme dans beaucoup de sports, les clubs ont été décimés. Quelques résultats que je vous donne. Donc on a là en image, donc ça c'était la belle histoire du jour. Le vétéran Manu David qui a été emmené par 2 lièvres de luxe sur son 5000 mètres, puisque Alexis Mielet, donc champion de France du 800 mètres, s'est prêté au jeu. Et ce qui a permis au vétéran Manu David, il y avait aussi Alexandre Bourgeois qui a pris le relais d'Alexis Mielet pour emmener donc Manu David sur une bonne base chronométrique. Tu vas me dire ce que tu en penses, mon cher Christophe. Ça va un peu vite dans les images, mais c'est pas grave. Manu David, donc vétéran, 15 minutes 13 sur 5000 mètres.
C'est pas mal. Ça reste C'est correct, bon. On sait que Manu s'est beaucoup occupé de la formation des jeunes au Ducatelet et c'était sympa de voir les jeunes lui rendre l'appareil en lui servant de lièvre. On a ici à l'image Rémi Rouchetet, donc au lancer du javelot avec une performance de 65,70 m, ce qui fait pas loin de 900 points à la table hongroise. Les spécialistes de l'athlétisme apprécieront. La première photo qu'on avait vue, c'était donc Théo de Meyer sur 800 mètres. 1,53,84, 919 points. Et puis je crois qu'on avait, voilà, donc Théo de Meyer. Et on avait une photo de perche également. Je ne sais pas si on va la retrouver avec Thibaut Michelin, toujours du Dijon Université Club. 4,70 m, 913 points à la table hongroise. J'en perds mon souffle. Bah alors. Voilà pour l'athlétisme. Vous pourrez retrouver tous les résultats et de très nombreuses photos prochainement sur notre page Facebook et sur notre site. Pour tout vous dire, elles sont en téléchargement chez moi actuellement. Très gros album d'environ 900 photos à venir sur ces championnats de Côte d'Or d'athlétisme. Enfin, on va revenir au basket, puisque donc hier soir, la JDA Basket, mon cher Christophe, a retrouvé le chemin de la victoire après 2 défaites, on se souvient, face à Strasbourg et à Bourg. Victoire éclatante face à la chorale de Roanne avec la manière. Le score final, si j'ai bonne mémoire, 96-64 ou 4, 3. Ouais. Bon, enfin, plus de 30 points d'écart. On l'a dit, grosse performance de Jaron Johnson, MVP de cette rencontre. Très grosse performance également de l'espoir. Donc, Robin du côté, improbable performance, j'allais dire, avec un long temps de jeu, 15 points marqués, deuxième évaluation, et ça fait bien plaisir au public dijonnais, mais aussi au banc dijonnais. On voyait sur chaque point marqué par Robin les Axel Julien, Jacques Alinguet et autres Jaron Johnson se lever et manifester leur enthousiasme. Donc, 24e victoire de la JDA cette saison, record absolu pour le club. Première place. Laurent Leniam l'a très bien dit d'ailleurs dans son commentaire après match. On a aujourd'hui 24 victoires, le record absolu du club. On est premier à 3 journées de la fin, le tout avec 8 joueurs professionnels et le 11e budget. Tout le reste n'est que littérature. Citation du coach dijonnais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter après ça. Peut-être. Si ce n'est que tous les espoirs sont permis. Sans mauvais jeu de mots, hein, Vincent, mais voilà, je pense que on sait quelle est la suite. On va pas refaire 1 heure d'émission sur les pros, mais on sait quelle est la suite. Avec cette équipe-là, cet état d'esprit, jamais les pros n'ont perdu 2 fois, plus de 2 défaites d'affilée. Hein, à chaque fois, il y a toujours eu un sursaut. Et donc, voilà, on a le droit, passer les déceptions de Coupe de France, tout le reste, de se dire qu'il y a un vrai coup à jouer cette année, aussi bizarre soit-elle. Super, et on suivra évidemment ça avec beaucoup d'attention et de passion. On va passer à la dernière rubrique de notre émission, le petit quiz pour lequel on sent un petit passement là chez Vincent, mais si je suis pas au niveau, je suis pas au niveau. Christophe n'a pas été bien méchant. Si je suis pas au niveau, je suis pas au niveau. Un petit jingle quiz qui nous arrive et je relaisse la parole à mon ami Christophe. Alors, quiz, mon cher Vincent, pour voir si tu connais bien ton basket d'hiver. Bon, première question, est-ce que tu sais nous dire combien de titres de champion de France espoir? Je dirais 7. Un petit peu moins. 6. 5. 5. 94, 95, 96, 98, 99. Et après, il y a trophée... mais je comptais les trophées du futur aussi. Enfin, je pensais qu'on comptait les trophées du... D'accord, oui. Le joueur formé à Dijon, qui était le dernier à avoir joué en tant que pro avec un contrat pro. Ferdinand Prénom. Ouais. Saison 2014-2015. Pas mal. Bon, c'était pas très dur quand même. Un peu plus simple peut-être encore. Le joueur formé à Dijon qui a joué en NBA. Pas drafté, joué en NBA. Yacouba Diawara. Ouais. Bravo. On va revenir à ta saison.
l'équipe espoir qui a réalisé le plus d'interceptions? Sur un match ou en moyenne? En moyenne, sur la saison. Ça se joue entre nous, Asvel et Cholet. Et je pense que c'est nous. Ah, c'est vous, la JDA. Bravo. Je tiens les comptes, je tiens les comptes. On est à 3 sur 4. On vient à l'NBA, le joueur drafté, même s'il n'a jamais joué en NBA, mais qui a été drafté, issu du centre de formation de... Pachelis Morland. Ouais. Bravo. Bravo. On élargit. Est-ce que tu peux nous citer 3 autres joueurs que les 2 précédemment cités, formés à Dijon et qui ont joué, qui ont intégré les pros et qui avaient un contrat pro? Parce qu'on a eu quand même. Ah, je ne peux pas reciter ceux qui ont été... Autres. Donc je pourrais citer, même quand c'était en Pro B, ça compte, hein, quand le club joue en Pro B. Oui. D'accord. Donc je dirais notre ami Benjamin Monclar, qui a été formé à Dijon et qui a joué en Pro B. Il avait un contrat pro. Tu l'accordes? Je ne l'ai pas listé. Mais... On ne l'a pas listé. Mais je pense que je te donne le bénéfice du doute. Non. Je dirais... Il y en a, je ne suis pas sûr qu'ils étaient formés à Dijon, c'est ça le problème. Alexis Tang, il a joué? Pas? Non. Après, ils n'ont pas été formés à Dijon, les joueurs que j'ai en tête. Il y en a un qui a joué à Dijon et à Châlons. Ouais, mais Willem Laure. Ouais. Mais il a été formé à Dijon. Ouais. Ah ouais. Willem Laure. Il était conforme Guada. Centre de formation. Voilà. J'étais pas sûr qu'il ait fait suffisamment d'années au centre de formation pour être considéré. Mais oui. Willem Laure. Ah, il me faut des indices parfois. Il y en a un qui avait son prénom, c'était devenu un petit surnom. C'est pas son vrai prénom, mais c'est devenu, on l'appelle comme ça. Son nom de famille est le même nom de famille qu'un milieu de l'équipe de France de foot. Là, ça fait beaucoup d'indices. Du Kanté, là-dedans. Ah ouais, Kanté. Momo Kanté. Ouais. Non, là, Karim Souchu aussi. Karim Souchu. Ouais. Diabaté. Non, je les ai... Solo Diabaté. Solo Diabaté, j'ai fait une année avec lui. Ah bah voilà, Diabaté. Ouais. Ah oui, Solo Diabaté, ouais. Non, je les avais pas. Enfin, je connais les joueurs, mais ça me venait pas comme ça. Mauvais point, ouais. Ah là, c'est pas beau, ça. C'est un mauvais point, ça. Voilà, là, je me rends compte que tu vas forcément trouver la réponse, puisque c'était un joueur qui a été formé à Dijon, qui a joué aux côtés. Alors là, ça va parler, parce que c'était une très très belle génération de Paul Graham, Kessil, Jonas Larsson. Je vais le trouver, le joueur. Il a joué à côté de ces joueurs-là. De Bruno Ham, meneur. Laurent Bernard. Il a joué avec Laurent Bernard. Et c'est quoi? Il a été formé au club? Ouais. C'est hyper simple. C'est un que j'ai déjà donné. C'est le plus dijonnais des Martiniquais. On l'a cité. Ah ben Willem. Oui, Willem, Laurent. Willem. Bravo. Et est-ce que tu sais nous citer les 3 meilleurs marqueurs de ton équipe de cette saison? Oui, je pense Tom Yen, meilleur marqueur. Les points en moyenne? Tom Yen, il a dû finir à 16 et quelques. Ou 15-5 ou 16? 14-4. Ah, il a baissé. Ah oui, mais il a fait 2 mauvais matchs. À la fin, pour me faire avoir fait le quiz. Tom Yen, il est descendu à 14-4. Après, je pense qu'on a... Il a dû descendre. Je pense qu'on a Robin Ducoté. Ouais. Et on a soit Mathis Rostomov, soit Ilias Kamardine. Mais je mettrai une pièce sur Mathis Rostomov. Ouais. Et Kamardine arrive en 4. Bravo. Ouais. Bravo. Dernière question, mais tu n'es pas obligé de répondre. Ouais. Où est-ce que le staff dijonnais se retrouve le plus souvent? À la Jam, au Melchior, au McCallaghan ou au Flannery's? Au bureau à 9h, à 8h30, 8h pour certains à 9h. Eh bien, 8 sur 10, 16 sur 20, c'est somme toute un très bon score, comme tous nos invités. Merci infiniment, Vincent Dumestre, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense qu'on a passé une heure passionnante et particulièrement instructive. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et puis les réactions, je pense aussi. Un plaisir aussi de voir ta passion. Et donc, où que tu sois l'année prochaine, tu es toujours le bienvenu sur ce plateau, quelle que soit ta place. Oui, parce qu'on sait que ce sera à la JDA. Ça sera à la JDA, donc tu reviens quand tu veux. Ça sera avec un immense plaisir. Voilà, c'est la fin de notre émission.
Nous avons été ravis de passer cette heure avec vous. La semaine prochaine, nous recevons l'adjointe au sport de la ville de Dijon, Claire Tomaselli. Soyez fidèles au rendez-vous. On parlera de la reprise du sport, évidemment, des difficultés peut-être de certains clubs et associations dijonnaises et de l'action de la municipalité dans cette période compliquée pour le sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine sportive à vous, à lundi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et merci. Salut, Merci à vous. Merci à vous. Allez, bonsoir, messieurs. Salut.